Bienvenue dans Regard sur l'info du monde. Au sommaire. Les drones et missiles continuent d'évoluer dans les cieux russes et ukrainiens, alors que Volodymyr Poutine était reçu par le président américain Donald Trump. Vous l'avez certainement appris, après 5 ans depuis son dernier poste de manager à Real Madrid, Zinedine Zidane a été nommé sélectionneur de l'équipe de France. Vous suivrez dans ce journal son premier point de presse. Et en Tunisie, des fermiers évoquent de pertes énormes après les coupures d'électricité survenues pendant une vague de chaleur ont dévasté les exploitations agricoles du nord de la Tunisie. C'est tout pour les sommaires. Les détails, c'est tout de suite avec Ginette Fika. Mesdames et messieurs, bonsoir et encore une fois bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec cette actualité, la nouvelle relation entre Poutine et Trump, malgré que Volodymyr Zelensky a aussi été reçu par le président américain Donald Trump. Le drone et missiles continuent d'évoluer dans les cieux russes et ukrainiens. La question qui se pose est celle de savoir comment les États-Unis d'Amérique envisagent de faire face à Poutine. Suivez. Kiev continue ses frappes sur les entrepôts russes. La Russie, elle, cible particulièrement les stations-service ukrainiennes ces dernières semaines. Nous étions assis dans l'abri quand nous avons entendu une forte détonation. 5 minutes plus tard, nous sommes sortis et nous avons vu que tout était en feu. Nous avons donc réussi à nous mettre à l'abri juste à temps. Frappe contre frappe. Dans ce contexte, Volodymyr Zelensky rencontre en ce moment le président Donald Trump à Washington, sans caméra cette fois. Presque oublier les humiliations et les coups de pression à répétition de Trump au président ukrainien, notamment dans le bureau ovale l'année dernière. Je ne pense pas que vous seriez un dur à cuire sans les États-Unis. Et votre peuple est très courageux, mais soit vous concluez un accord, soit nous vous laissons tomber. Mais petit à petit, leurs relations s'améliorent. Les États-Unis vont même autoriser l'Ukraine à fabriquer des missiles américains patriotes. Il a fait un boulot incroyable. Il a été très efficace. Nous allons vous accorder une licence pour fabriquer des patriotes. C'est génial, non ? Et puis, dans le même chapitre, l'Ukraine affirme disposer des renseignements clairs sur la préparation d'une nouvelle mobilisation militaire en Russie. Selon les rédacteurs en chef de la revue militaire suisse, cette mesure constituerait le seul moyen pour Kremlin de débloquer justement la situation alors que les fronts restent quasi immobiles et que la situation sur les terrains s'avère défavorable pour Moscou. On évolue dans ce journal. Le président américain Donald Trump a rencontré hier le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, une réunion qualifiée de positive par les deux parties, leur permettant justement de faire front commun contre l'Iran. Images et commentaires. De grands sourires de façade pour le premier ministre israélien et le président américain. Benjamin Netanyahou était reçu ce mardi à la Maison-Blanche pour une rencontre à huis clos, la première depuis le début de la guerre contre l'Iran, au moment où les relations entre les deux dirigeants ne sont pas au beau fixe. Plus tôt dans la journée, Donald Trump avait ouvertement fait part de son agacement envers le Premier ministre israélien. Il l'avait accusé d'avoir révélé publiquement des informations sur des projets de construction de sites nucléaires par l'Iran. Mais après 1h30 de réunion, Benjamin Netanyahou affiche sa satisfaction. Je viens d'avoir une excellente réunion avec le président américain Donald Trump. Quand je dis excellente, ce n'est pas seulement une formule, une conversation en total partenariat, un soutien mutuel et une compréhension de notre objectif commun, empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, ainsi que d'autres objectifs. C'est l'une des meilleures conversations que j'ai jamais eues avec le président des États-Unis, notre ami Donald Trump. Sur son réseau social, Donald Trump a lui aussi salué une rencontre très positive. Si Israël n'a pas pris part aux dernières frappes contre l'Iran ce mois-ci, Benjamin Netanyahou a averti qu'en cas d'attaque iranienne sur l'État hébreu, il répondrait. Rendons-nous au Japon, mesdames et messieurs. Les secouristes étaient ce mercredi matin à la recherche de personnes potentielles piégées sous les décombres d'un centre commercial dans le sud-ouest du Japon, justement, à la suite d'un fort séisme qui a fait au moins 13 morts. Images et commentaires. Première nuit de travail acharné pour les secours japonais.
L'armée a rejoint les recherches après la puissante secousse qui a frappé le sud-ouest du pays mardi après-midi. De nombreuses personnes sont toujours portées disparues. Même à l'heure actuelle, des personnes attendent encore d'être secourues et chaque minute compte. Nous mobiliserons toutes les ressources disponibles sur le terrain afin de sauver et de secourir le plus grand nombre de personnes possible. Les autorités ont déjà annoncé plusieurs victimes et une centaine de blessés dans la préfecture de Kumamoto, sur l'île de Kyushu. Elles craignent qu'il y en ait encore davantage dans ce centre commercial touché par une explosion survenue 1 heure après le séisme. Les autorités enquêtent sur une éventuelle fuite de gaz et continuent de chercher des survivants. Encore difficile à quantifier, les dégâts sont considérables dans un pays pourtant habitué aux tremblements de terre. Le Japon concentre 18% des séismes recensés à l'échelle mondiale. Le séisme a fissuré des routes dans toute la région et privé d'électricité des milliers de foyers. Un hôpital a cessé de fonctionner, des usines et des sites touristiques sont aussi endommagés. Comment dire? J'avais l'impression que mon corps flottait dans les airs. Alors sur le moment, je n'ai pas réalisé qu'il s'agissait d'un séisme. Ce n'est qu'en voyant le mur s'effondrer que j'ai compris qu'il y avait un tremblement de terre. Selon l'agence météorologique japonaise, les habitants doivent se préparer à de nouvelles secousses importantes pendant environ une semaine. Le dernier puissant séisme dans la région remonte à 2016. Il avait fait 273 morts et plus de 2800 blessés. Et les amoureux du sport, sans surprise, l'icône du football français, Zinedine Zidane, a été nommé hier, mardi, sélectionneur de l'équipe de France. Il s'agit de l'accomplissement attendu d'une carrière d'entraîneur déjà impressionnante. Je vous propose donc de suivre son premier point de presse. Après ma carrière, après mon expérience avec le Real Madrid, c'était la seule chose que je voulais faire, c'est entraîner cette équipe de France. Je l'ai connue gamin, j'ai commencé minime, j'ai franchi toutes les étapes, jusqu'à arriver à la sélection A, qui est le summum. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être le sélectionneur de cette équipe. Et je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner. Et en Afrique, le président sénégalais s'est rendu hier mardi à Bamako, au Mali, pour une visite de travail et de solidarité. Bassirou Diomaye Faye a été donc accueilli par le président de la transition malienne, Assimi Goïta. Sachez que les questions en lien avec la coopération entre Dakar et Bamako a figuré au menu de cette visite de 24 heures. Suivez. Dans la foulée de sa désignation à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a posé ses valises au Mali ce mardi 28 juillet 2026 pour une visite de travail et de solidarité. Il s'agit de son deuxième voyage en terre malienne depuis son arrivée au pouvoir en 2024. Il a été accueilli à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou par son homologue malien, le gendarme Assimi Goïta. Les salutations protocolaires terminées, les hymnes des deux pays ont aussi retenti. Le président Faye a ensuite salué les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et le corps diplomatique accrédité au Mali, venus lui souhaiter la bienvenue en grand nombre. Puis, direction le salon d'honneur où le général Goïta et son hôte ont eu un premier entretien permettant de baliser le terrain. Ce déplacement constitue un signal diplomatique fort envoyé par le tout nouveau président en exercice de l'organisation sous-régionale dans un contexte où les relations entre la CEDEAO et la Confédération des États du Sahel se redessinent. Cap ensuite sur le palais de Koulouba. Ici également, les deux présidents ont eu un tête-à-tête où ils ont eu l'occasion d'échanger sur certaines questions de l'heure, avant d'élargir la séance aux délégations respectives. À Bamako, le président Faye est avant tout venu exprimer la solidarité et la compassion du peuple sénégalais à l'endroit du Mali après les récentes attaques terroristes que le pays a subies. Le Sénégal et le Mali ont des liens d'amitié et de fraternité historiques. C'est des liens de bon voisinage, c'est des liens de parenté, de sang, d'amitié, de culture et de coopération. Et ces liens conjugués à la géographie et à notre histoire commune
sont à la base de la particularité de la relation exemplaire que nos deux pays entretiennent. Et ma présence aujourd'hui à Bamako s'inscrit donc dans ce cadre purement fraternel. Je suis venu lui rendre une visite de courtoisie et lui renouveler à lui et à son gouvernement, mais aussi au peuple malien frère, nos condoléances émues à la suite des dernières attaques tragiques qui ont coûté la vie à plusieurs soldats. Nous nous inclinons devant leur mémoire et prions pour le repos de leur âme. J'ai aussi exprimé au président Goïta la condamnation sans réserve du Sénégal, avec la plus grande fermeté de ces actes odieux, lâches et barbares qui se multiplient. À lui et à tout le peuple malien frère, je rends un hommage pour les efforts et les moyens déployés ainsi que les sacrifices consentis pour renforcer la paix et la sécurité dans ce pays frère. Restons toujours en Afrique. Tripoli paralysé par la colère contre la coupure d'électricité. La colère monte en Libye à Tripoli justement. Des centaines de manifestants sont descendus dans la rue pour dénoncer la longue coupure d'électricité et la hausse des tarifs. Suivez. La colère gagne Tripoli en Libye. Des centaines de manifestants dénoncent les coupures d'électricité à répétition et la hausse des factures. Plusieurs routes ont été bloquées, notamment dans le quartier de Janzour à l'ouest de la capitale. Les manifestants ont également bloqué l'accès au ministère des Affaires étrangères. De la terre a été déversée devant l'entrée du bâtiment. Des rassemblements ont aussi eu lieu devant une centrale électrique. Les bureaux de l'opérateur public Libyana ont aussi été fermés. À l'origine de cette mobilisation, le mouvement Souk al-Joma. Il appelle à une campagne de désobéissance civile. Son objectif, paralyser les institutions et dénoncer la corruption. Le mouvement s'étend désormais à Tajora, à l'est de Tripoli. Les habitants y boycottent les administrations publiques. En Libye, les coupures d'électricité peuvent durer jusqu'à 10 heures par jour. Une crise qui alimente la colère sur fond d'inflation, de pénurie et de blocage politique. Tout à fait autre chose. 8 semaines après la visite du président béninois au Niger, 5 semaines après une réunion d'experts nigériens et béninois, les processus de réouverture de la frontière entre les deux pays est toujours au point mort. Selon les informations des RFI, le chef de l'État nigérien, Abdoura Hamane, exigeait justement le préalable sécuritaire et judiciaire avant toute prise de décision. Suivez. La frontière entre le Niger et le Bénin restera fermée le temps de résoudre des préalables et de panser des plaies. Voilà ce que disait il y a 3 jours le général Tiani, à la tête du Niger. Cette frontière, elle a été fermée il y a 3 ans, dans la foulée, justement, du coup d'état militaire à Niamey. Il y a un mois, un comité d'experts mixtes, béninois et nigériens se retrouvait à Cotonou. Et lorsqu'ils se sont séparés, ils affichaient un certain optimisme sur le sujet. Abdourahmane Tiani a donc en partie refroidi ce sentiment avec ses déclarations. Jean-Luc Aplogan, de quel préalable le chef de la junte nigérienne peut-il donc parler? Après la réunion de Cotonou, le calendrier prévoyait validation au sommet des 3 projets d'accord et signature à Niamey. Aux dernières nouvelles, les autorités nigériennes ont transmis à Cotonou leurs observations sur les projets d'accord avec un préalable majeur à la réouverture, les accords de défense et de sécurité. Selon nos informations, Niamey demande le redéploiement des forces étrangères qu'il soupçonne d'être présentes au nord du Bénin. En clair, qu'elles soient positionnées loin des frontières nigériennes. Le Bénin a pourtant toujours démenti leur présence. Autre exigence du Niger, une amnistie pour les fonctionnaires nigériens condamnés par la criette à 18 mois de sursis pour usurpation de titres et faux badges en juin 2024. Selon les prévisions, les experts des deux pays envisageaient une réouverture autour du 15 juillet dernier. Ces observations et amendements appellent des réponses de la partie béninoise. Ont-elles été formulées et transmises ou pas encore? En l'absence de communication officielle sur ce dossier, difficile de trancher, les ministres sollicités n'ont pas répondu et les propos du général Tiani sont restés sans réaction officielle. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Et pour finir, en Tunisie, on vous l'a dit au sommaire de ce journal, le fermier évoque de pertes énormes après des coupures d'électricité et un vétérinaire estime que jusqu'à 200 000 poulets sont morts, qualifiant cela de pertes énormes. Suivez ces reportages pour plus de détails. Dans une ferme avicole d'El Fash, à environ 60 km de Tunis, une pelleteuse rassemble des centaines de carcasses de poulets pour les enterrer dans une fosse. À l'origine de ces pertes, des coupures d'électricité survenues pendant la vague de chaleur en Tunisie. Faute d'eau et de ventilation, près de 90% des volailles de la ferme sont mortes. Nous avons subi une coupure d'électricité. Près de 90% des poulets sont morts, soit entre 150 000 et 200 000. Il y a eu une coupure de courant. Nous disposons d'un générateur de secours qui n'est utilisé qu'en cas de panne. Il est conçu pour fonctionner pendant 2 à 3 heures. Or, les coupures de courant ont duré des heures. Le générateur a surchauffé et a cessé de fonctionner. La catastrophe s'est produite. Les coupures de courant ont parfois duré des heures et se sont produites à des moments imprévisibles. Même si elles ont diminué depuis, l'activité au niveau de la ferme n'a pas encore repris. L'heure est encore à l'évaluation des dégâts. La note est salée. Nous sommes toujours à l'arrêt. Nous continuons à ramasser les cadavres de poulets. Leur odeur est insupportable. Nous ne comprenons pas. Cela représente près de 400 à 500 tonnes de viande. C'est une perte d'environ 445 000 €. Elle est énorme. Une exploitation laitière a déclaré avoir dû jeter l'équivalent de 6 jours de traite, soit 1200 litres de lait, toujours en Tunisie, en raison des délestages. Et du coup, on a accusé des pertes. On a accusé des pertes parce qu'on a dû jeter du lait carrément. On a jeté le lait pour 6 jours de traite quand même, qui équivaut à environ 1200 litres de lait qu'on a dû balancer, qu'on a dû jeter. Et ça fait des pertes sèches qu'on a du mal à récupérer vu que... La Compagnie nationale d'électricité invoque la nécessité d'éviter une panne générale sur le réseau pour tenter de justifier les délestages pendant la vague de chaleur. Eh bien, c'était l'essentiel de l'actualité du monde. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.